Il aurait eu 100 ans s'il avait vécu parmi nous jusqu'à ce jour, mais il n'a pas attendu 100 ans pour briller de toute son intelligence et de tout son apport à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'Afrique. Lui, c'est Cheikh Anta Diop. Nous regrettons la disparition depuis quelques années de ces grands monuments, de cet homme, cet Africain, qui est venu de loin des étoiles pour nous parler de nous-mêmes, comme jamais on nous a parlé. Nous étions déjà prostrés dans un sentiment d'infériorité, croyant que nous étions nés pour être petits. Il est venu, il a ouvert le voile et nous a dit, vous êtes les aînés, vous êtes grands, vous avez été grands, vous pouvez encore devenir grands. Cet homme, c'est scientifique, il n'a été qu'un homme de science, a bouleversé les institutions, a bouleversé la mentalité. Il a bouleversé ce que l'on pensait de l'Afrique et de l'Africain, mais surtout aussi ce que l'on pensait du monde. Cette émission lui est adressée. Cette émission est adressée à tous ceux comme lui pensent que l'Afrique reste encore une fois à découvrir, à aimer. Pour en parler, j'ai sur ce plateau le privilège, l'honneur, l'insigne privilège de recevoir des hommes qui l'ont fréquenté. Parce que la fréquentation d'un homme, c'est quand on s'habitue à sa pensée. Ils ont fréquenté cet homme au physique comme au figuré. Ils ont lu ses livres, ils ont connu son histoire. Ils sont presque comme lui, parce qu'en réalité, il est leur contemporain. Mesdames et messieurs, merci de venir à Chemin Critique ce soir. Cette émission, je l'ai fait avec beaucoup d'émotion, alors que je devais rester totalement neutre, parce que Cheikh Anta Diop, ça ne laisse personne indifférent. Il a soulevé des passions, parce qu'il a brisé des mythes qu'on avait construits autour de nous, Africains. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau un autre égyptologue, un autre monstre de la connaissance, le docteur Moubabing Biloloa Kalouka, que je salue. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de venir encore sur ce plateau et d'accepter de venir témoigner de ce que vous pouvez encore donner et que les oreilles attentives puissent s'ouvrir pour vous écouter et vous lire. Vous n'êtes plus que jamais seul maintenant. Hein. Quand on vous voit, il n'est jamais très loin. Hein. C'est le docteur Emmanuel Kabomomalou. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi un féru de Cheikh Anta Diop. Vous avez scruté, vous entrez dans la profondeur de la pensée et vous êtes aujourd'hui un détenteur d'un savoir qu'il est prêt en fait, j'ai fait une thèse de doctorat sur Cheikh Anta Diop. Enfin, une des premières thèses de doctorat sur Cheikh Anta Diop. Peut-être qu'ils lisent dans les bibliothèques, ils lisent dans les laboratoires, ils rencontrent des manuscrits les plus importants. Ils vont parfois sur terrain pour pouvoir vérifier leurs hypothèses. Mais il y en a d'autres qui disent qu'on n'a pas besoin de tout ça, on vit ça. Le troisième invité ce soir, c'est M. Yamungu Samuel, que je salue, qui est très connu de notre public parce qu'il vient de temps en temps. C'est lui qu'on appelle Monsieur le Drapeau parce que lui, il a vulgarisé depuis un certain temps l'amour de la patrie au travers de l'amour du drapeau. Mais il est intéressé parce qu'il va à la rencontre des anciens. Il connaît toutes les chefferies aujourd'hui. Il est d'ailleurs, récemment, nous allons fêter à cette émission son intronisation comme Mwami. Donc nous avons donc devant nous un détenteur de cette sagesse qui ne s'écrit pas, qui se transmet de bouche à oreille et qui n'est pas moins sagesse de porteur de pouvoir. Merci donc d'être là. Nous sommes donc aujourd'hui autour du centenaire de Cheikh Anta Diop. Dans le monde entier, au Sénégal surtout, en France, partout, des cérémonies ont été organisées pour pouvoir commémorer, sinon faire revenir dans l'esprit humain le savoir que Cheikh Anta Diop nous a légué. Alors, je vais d'abord demander rapidement au professeur Kabomomalou de nous faire très rapidement, alors vraiment très bref, l'œuvre scientifique de Cheikh Anta Diop. C'est quel type de c'est quelle quantité? Parce qu'avant d'aller dans la qualité, qu'est-ce qu'il a écrit? Parce qu'il est mort jeune, à 63 ans, mais apparemment il a écrit des encyclopédies. Oui, merci beaucoup. Cheikh Anta Diop, il faut le rappeler ici, est né un 29 décembre 1923 à Kéitou, un petit village situé non loin de Dakar, à 150 km de Dakar.
Et il a fait ses études coraniques, parce qu'il est musulman. Et puis il est allé faire, il a fait, je crois qu'il s'est préparé déjà à sa fonction de grand intellectuel, parce que lui, il a fait 2 baccalauréats à la fois. Il a fait un baccalauréat en mathématiques et un baccalauréat latin grec. Et il arrive à Paris en 1945. Il s'inscrit directement à la Sorbonne, où il fait la philosophie. Et il s'inscrit aussi au collège Louis-le-Grand pour préparer ce qu'on appelle l'entrée dans les grandes écoles, parce qu'il voulait faire l'école aéronautique pour construire des avions pour l'Afrique. En même temps, il fréquente l'école de Curie, où il étudie les basses énergies. En même temps, il fréquente des historiens. Et ce qui fait que en 1948, il a déjà très licence en histoire. Il rejoint l'école nationale de chimie et physique à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit qui s'est préparé pour assumer, n'est-ce pas, son rôle. C'est lui de libérer l'Afrique de toutes les pesanteurs qui nous avaient été imposées par la colonisation. Ce qui fait que en 1950, il doit présenter sa première thèse de doctorat. Et cette thèse a pour intitulé « Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques ». C'est ça l'intitulé de la thèse. Cette thèse n'a pas été acceptée parce que les Français n'ont pas voulu constituer un jury. Donc, Cheikh Anta n'a pas pu présenter sa thèse en 1950. Et son ami Aimé Césaire s'est débrouillé pour le présenter au niveau d'Alioune Diop, donc aux éditions Présence africaine, où il a publié cette thèse-là sous forme d'un livre, les livres les plus célèbres, qu'on appelle Nation nègre et culture. Nation nègre et culture, c'est le premier livre publié par Cheikh Anta, pas le premier article, mais le premier livre. Et ce livre a aussi, comme sous-titre, on oublie souvent, de l'antiquité négro-égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et si vous me permettez, je prends 2 minutes pour dire l'essentiel de ce livre ici, qui est le livre le plus fondamental de Cheikh Anta Diop. Dans ce livre, Cheikh Anta Diop dit ceci. Il explique, il dit, pour nous coloniser, l'Occident a utilisé beaucoup de méthodes. Il a imposé un paradigme. Il a dit, les Africains n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire ils n'ont pas construit l'histoire, ils n'ont aucun sens de responsabilité, ils ne sont pas capables de diriger quoi que ce soit. Donc nous devons, n'est-ce pas, comme disait leur chef Hegel, il dit nous devons les coloniser pour le faire entrer dans l'histoire. Et Cheikh Anta Diop, donc ses premiers travaux consistent justement à démontrer aux Occidentaux, à l'Occident tout entier, qui pendant 6 siècles s'est basé sur ces paradigmes de domination, pour leur dire que non, ce que vous dites, c'est une falsification de l'histoire. L'histoire telle qu'elle est là, telle que je l'ai étudiée avec les armes de la physique, de la chimie, de la mathématique, cette histoire démontre que la plus grande civilisation humaine connue, c'est de l'Égypte ancienne, celle qui a donné naissance à toutes les autres civilisations, dont celle de l'Occident. Parce que tous les pères de l'Occident, que ce soit Pythagore, que ce soit Platon, Aristote, sont allés étudier en Égypte. Mais l'Égypte, là, qui vous voulez nous faire croire qu'elle est occidentale, elle ne l'est pas. Alors il fait une érudition formidable, il étale son érudition en démontrant que les Égyptiens étaient des nègres comme nous aujourd'hui. Voilà leur peau. Il recourt d'abord aux anciens, c'est-à-dire les gens qui ont connu les Égyptiens, qui eux-mêmes disent, qui sont blancs, mais qui même disent que les Égyptiens que nous connaissons, ce sont des gens noirs. Ils ne sont pas blancs. Et il recourt à des méthodologies scientifiques en étudiant la mélanine, c'est-à-dire il prend des vieilles momies égyptiennes, il étudie la mélanine, c'est-à-dire la composition de la peau. Il dit, mais la quantité de la mélanine qui est contenue dans la peau d'une momie égyptienne démontre que cette momie ne peut être que noire. Donc il fait une exposition, une démonstration magistrale qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, même si les Blancs ne le disent pas, ils savent que l'Égypte ancienne est un pays nègre
que toute la science que nous connaissons au jour d'aujourd'hui, que ce soit la physique, la chimie, a été entamée, commencée par là. Et comme il y avait des doutes, en 1974, quand Cheikh Anta Diop a été invité par l'UNESCO pour participer à l'écriture de ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique noire, de l'Afrique, Cheikh Anta Diop pose une condition à l'UNESCO. Il dit, je voudrais bien participer à ce travail, mais mes thèses continuent à être doutées, controversées jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser une grande conférence internationale où je me retrouverai avec toutes les éminences grises en matière de l'égyptologie, de l'histoire, dans un pays africain ou occidental qui accepterait de nous accueillir, où on va discuter de mes thèses. C'est ainsi que fut organisé ce qu'on appelle le colloque du Caire sur la langue méroïtique et l'habitation égyptienne ancienne. Et à ces colloques-là, où il y avait une cinquantaine de personnes, des savants, il n'y avait eu que 2 nègres, c'est-à-dire Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Pendant les travaux qui ont duré quand même plusieurs semaines, il a été démontré et écrit par l'UNESCO que face à la très minutieuse préparation de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, il n'y a pas eu de réponse valable. C'est-à-dire qu'on accepte aujourd'hui la thèse fondamentale de Cheikh Anta Diop que l'Égypte ancienne, dynastique et pré-dynastique, qui va de 9000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, cette Égypte-là est nègre. Et que tous les grands savants que nous connaissons sont des savants nègres. Et Cheikh Anta Diop en profite à ce moment-là pour rétablir la continuité historique. Il explique, parce qu'il est physicien, il dit, voilà, nous savons tous que le monde, enfin l'humanité telle qu'elle existe, l'univers, est né selon la théorie du Big Bang, il y a 14 milliards d'années, entre 10 et 14 milliards d'années, et que à partir de 4 milliards d'années, il y a 4 milliards d'années, le monde a commencé à se stabiliser. Et nous commençons le processus qu'on appelle le processus de la vie, c'est-à-dire de la biologie. Parce que la première partie de ce travail est expliquée par l'astrophysique. La deuxième partie est expliquée par la biologie qui dit le commencement de la vie. La vie commence où? En Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y avait un climat propice à la vie. L'Europe était occupée par ce qu'on appelle le climat vomérien. C'est-à-dire c'est la période vomérienne, c'est-à-dire c'est la glace. Et le bon climat tempéré qui donne droit à la vie, c'est ce climat était, là où on appelle aujourd'hui le Sahara, était occupé par les êtres humains qui ont commencé leur vie par là. C'est ainsi que le premier être humain qui a été découvert, l'Australopithèque, c'est dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Et puis l'homme a commencé à se développer. Donc là, nous commençons ce qu'on appelle la paléontologie. Donc, Cheikh Anta Diop a rétabli, comme il est dit lui-même, il dit, nous n'étudions pas l'histoire pour nous-mêmes, nous étudions l'histoire pour les autres aussi, pour qu'ils soient aussi édifiés. Donc au jour d'aujourd'hui, toutes les thèses de Cheikh Anta Diop, je crois que c'est ce qui a été dit même au centenaire, ont été pratiquement validées par toutes les expériences menées par les égyptologues, par les biologistes, les paléontologues, confirment que non, l'Afrique, qui est aujourd'hui le dernier wagon de l'histoire de l'humanité, a été en fait le premier wagon de toute l'histoire de l'humanité pendant au moins 10 000 ans. Merci, professeur Kabon Malou. Nous vous avons laissé le temps d'installer ce plat de résistance parce qu'il fallait que l'on comprenne qu'est-ce que nous évoquions et qui était-il. Professeur Bilolo, vous êtes aussi égyptologue. Je voudrais vraiment, Cheikh Anta n'est plus, ça fait déjà presque 40 ans passés. Est-ce que vous qui avez continué les recherches, y a-t-il des choses supplémentaires qui ont été découvertes et qui peuvent confirmer ou peut-être relativiser ce que Cheikh Anta a dit? Parce qu'il a écrit il y a plus longtemps, mais vous avez continué la recherche. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus? Oui, effectivement, Cheikh Anta Diop a donné une vue d'ensemble de la problématique scientifique
en rapport avec l'Égypte pharaonique. Donc une vue d'ensemble dans presque tous les domaines. Au fond, ce n'est pas l'histoire ce qu'il faisait, c'était la remise en question. Il avait constaté que la science occidentale est anti-nègre. Et contre les Noirs, donc la science, je l'ai dit parce que les gens sont contents d'envoyer leurs enfants donc à l'école, de les envoyer en Europe, de les envoyer en Amérique. Mais dans toutes ces universités, la science est anti-nègre. Que ce soit les sciences exactes, qu'on appelle des sciences de la nature, que les autres sciences, les sciences humaines, les sciences historiques, etc. Alors, pour illustrer, moi j'appellerais cet antinégrisme de la science, il a pris l'exemple de l'Égypte pharaonique. J'appellerais ça l'exemple parce qu'il y avait déjà aussi les Africains, les Afro-Américains ou autres qui luttaient contre les discours, contre cet antinégrisme dans la religion et dans tous les domaines. Les cas de Antenor Firmin, qui avait dans tous ces domaines-là, dans l'art, l'archéologie, les religions et tout ça, remis en question ce que les Européens enseignaient. Ils ont mis la thèse d'Antenor à côté et ont commencé à enseigner le mensonge à la place. À la place et surtout aux Africains en Afrique. Alors, Cheikh Anta Diop vient dire non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai de dire que les Égyptiens étaient blancs, comme il venait de le dire, parce que nous voyons qu'ils sont noirs. Alors il montre, il expose les tableaux, les monuments, il les montre aussi pour dire cessez vos bêtises, ces gens regardent aux autres personnes, et il entre sur le plan de la linguistique pour dire cette langue-là, c'est une langue négro-africaine. Alors, ce n'est pas vrai de dire que ce serait une langue sémitique. Donc, il a remis dans le domaine de l'art la même chose, en montrant la continuité de l'art, la continuité culturelle, la continuité même spirituelle, donc la religion, etc. Il a montré la continuité dans plusieurs domaines, y compris la philosophie. Mais c'est comme je dis, c'est une vue d'ensemble que quelqu'un donne. Alors, la nouvelle, ce n'est pas la nouvelle. Quand nous sommes venus, nous ne sommes pas venus pour vérifier une évidence. En tant qu'Africain, quand je suis devant donc les monuments, je sais que ça c'est noir. Je lui ai parlé une fois, je dis, quand je vais donner des conférences, je prends seulement des images, je donne aux enfants de l'école, de la maternelle, pour me dire, ces hommes-là, mettez les Européens d'un côté, mettez les Noirs d'un côté. Ces enfants mettent les monuments, les images des anciens Wakam. Le mot Égypte n'existait pas, ça aussi. Cheikh Anta Diop avait remis ça en question. Donc le mot même Égypte là fait partie de cet effort de désafricaniser l'Égypte. Le pays s'appelle Boukam, Chikam, et les gens sont les Kames. Bakame, Bakama, ainsi de suite, etc. C'est ça les termes. Donc aucun pharaon ne connaît le mot Égypte. Aucun ancien Égyptien qui est mort savait qu'il y avait un pays, que son pays s'appelait l'Égypte. Vous voyez déjà comment. Or, quand je dis Wakam, quand je dis Boukam,
tout le monde ici au Congo sait qu'on a la ville de Bukam. Et il y a les Chikam, les ceci, tout ça. Vous voyez déjà que la continuité est déjà merci, là. Merci, voilà. professeur. Merci beaucoup. Nous allons d'abord entendre un peu Cheikh Anta Diop. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas connu, il avait quand même une voix. C'était un être de chair et de sang. Ce n'est pas un mythe, hein, pour que l'on dise que non, vous avez inventé un mythe. Tout ceci n'est pas exact. Nous allons suivre Cheikh Anta Diop. C'était dans une conférence. On a pris un petit extrait où il prend position sur la négritude, mais aussi il explique pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'installer dans cette posture de restauration de la vérité. Suivons Cheikh Anta Diop. Vous citez, ou le beau poème que vous citez, il est dans Nation Nègre. Je l'ai cité. L'émotion est nègre et la raison hélène. Cette dichotomie, je l'ai combattue. C'était même une des raisons. Vous voyez bien la différence qui nous sépare de toute cette littérature. Comment voulez-vous? Il faut prendre connaissance au moins de tout cela. En tout cas, c'est en toutes lettres dans Nation Nègre où je montrais qu'il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me servir donc ces idées-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lu. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc., etc. C'était aussi un peu une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire. Ce magicien du verbe qui est extraordinaire, qui vous envoûte. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit, et il m'a compris. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le déblais tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines. Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais, on fausse même la psychologie humaine, vous ne trouverez jamais un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la Serbie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. De pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs, parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des contes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte.
pour ce que je cherchais. Si le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait, c'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Alors, on me demande... Motif de déplacement. Oui, le motif de déplacement, les migrations, vous savez, les migrations, il y a toujours une pression matérielle, soit des intempéries, phénomènes... Un homme clair, on ne peut plus clair dans la démarche, et c'était lui, Cheikh Anta Diop. Il a donc dit exactement pourquoi, comment il est arrivé à l'Égypte, par les purs du hasard, en cherchant les fils conducteurs qui réuniraient tous les peuples jusqu'à nos plus anciens ancêtres. Alors nous allons un peu rentrer chez nous, nous allons donner la parole à notre ami Samuel Yamungu. Alors vous avez toujours des envolées extraordinaires. Hein. Quand vous rentrez à l'intérieur du pays, vous pensez que ces fils conducteurs amènent jusque là où vous étiez. Cheikh Anta Diop a continué dans les bibliothèques, il a trouvé des archives, mais quand vous rentrez à l'intérieur du pays, vous rentrez en fait à l'intérieur de notre histoire. Parce que notre pays comporte effectivement ces vestiges de l'histoire. Quel est votre sentiment d'abord par rapport à Cheikh Anta Diop, mais surtout par rapport à votre propre expérience d'aujourd'hui? Et je tenais d'abord aussi une fois de plus à rendre grâce au Créateur pour l'occasion qui nous est échue en ce jour d'être face à ces monuments qui sont au devant de mes petits yeux. Parce que, par exemple, le prof Bilolo, la dernière fois je l'ai vu, c'était en Allemagne. Bon, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour je me retrouverais sur le même plateau que lui. Et le prof Kabongo, j'ai eu l'habitude de le lire. Et je l'ai côtoyé une fois quand il faisait l'exposition de ses bouquins, on a échangé. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent, j'aime bien souvent dire aux gens, et surtout aux jeunes, vous devez avoir un rêve. Parce que si vous n'avez pas de rêve, vous ne saurez jamais. Et c'est grâce au rêve, grâce à la réflexion, grâce à l'espérance, et surtout au rêve, qu'aujourd'hui la matière est devant moi. Donc si je n'avais pas de rêve, je ne saurais profiter ou encore apprécier les instants. Et donc voilà, pour ça je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de partager la même table que vous et d'être à votre hauteur physiquement mais pas spirituellement. Et donc voilà. Et autant au même niveau que je voudrais mettre le professeur Cheikh Anta Diop, pour lequel nous sommes aujourd'hui en discussion pour remémorer à son existence, parce que lui étant dans l'au-delà, ses œuvres sont restées encore éternelles. Pour preuve, il n'est plus là depuis 40 ans, mais il est devenu encore plus grand après sa mort que pendant son vivant. C'est un peu comme l'histoire à la biblique que l'on disait qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent que quand les gens partent, qu'ils deviennent encore plus grands, quand surtout ils ont laissé des fondamentaux assez fondés. Permettez la tautologie. Donc, raison pour laquelle, au fait est que de par ces recherches, de par ces réflexions, aujourd'hui, beaucoup sont nés. En l'occurrence, nous. Moi, je peux aussi me dire aujourd'hui, je suis un diopien ou un diopiste. Donc, nous avons aujourd'hui, comme vous voyez, les Occidentaux, ils ont leur Solon, ils ont Aristote et autres. Parce que je crois que c'est Napoléon qui a dit ça, je pense qu'il a dit la plus grande école de guerre, elle est celle, hein, la plus grande école de guerre dans laquelle nous devons nous allier. C'est la logique de l'école de guerre, parce qu'au bout de cela, de l'étude de la guerre, de cette école de guerre, nous rencontrons tous Aristote. Ça veut dire qu'au fait, ils ont tous un point de jonction pour pouvoir pour trouver comme l'ambre de leur réflexion. Et pour nous, les Africains, étant donné qu'on s'est arrangé
à faire en sorte que nous n'ayons pas des socles sur lesquels on peut s'appuyer pour décoller. On nous l'avait brisé, mais la nature et le Créateur a fait que puisse exister comme une comète qui naît par soi-même, et chez Anta Diop. Malgré le fait qu'il n'a pas été autorisé d'exister, il s'est autorisé d'exister. Donc aujourd'hui, nous pouvons, par lui, et avec lui, pour ne pas dire et pour lui, mais rebondir on et être en des mesure images, de réfléchir. Parole, hein. Mais comme on voit des images, on vous voit là quand même, on va nous montrer, voilà, on vous voit là sur le lac Tanganyika avec des chefs coutumiers. De quoi, qu'est-ce qui se passe-t-il? On va dire, bon, l'homme est allé prendre le pouvoir, parce que nous, c'est un raccourci. Voilà, ça c'est... Expliquez-nous un tout petit peu, c'est quoi? C'est trop facile. Vous savez, on nous a tellement amené dans cette capacité d'autodétestation. Ça veut dire que quand l'Africain est dans le geste de pouvoir se remémorer ou bien se recontacter avec ses anciens, on diabolise cette démarche-là. On lui donne toutes les significations qui sont contraires à l'épanouissement pour ne pas encourager cela. Vous voyez? Donc, par exemple, là, c'est que nous étions partis avec les Mwami d'Assili, ça veut dire les Mwami de la coutume. C'est un peu comme des prêtres ou encore comme des magistrats de la tradition pour aller passer une nuit sur la montagne de Boulumba. On a passé une nuit à la Belle Étoile parce qu'il fallait faire presque un culte, on va dire ça ainsi, afin que le lac puisse donner du poisson pour que les villages ou les villageois aux alentours puissent ne pas manquer de quoi vivre. Vous voyez comment est-ce que la nature elle est en harmonie avec ses enfants. Il y a des gens qui parlent et quand je vois ce qui s'est passé là-bas, c'est un peu comme les cultes à la pentecôtiste ou les réunions de prière à la chrétienne ou encore à la musulmane. Pourquoi? Parce que vous avez les agapés où vous priez, vous dites que vous mangez autour de quelqu'un qui a un créateur ou bien Christ ou bien je ne sais pas, celui qui peut être nommé comme étant le leader de la foi abrahamique. Et là on dit que vous êtes avec les ancêtres pour lequel vous transmettez vos requêtes et vous mangez ensemble, vous chantez, vous partagez, vous rigolez et jusqu'au petit matin. Est-ce que vous avez l'impression que nos chefs coutumiers, on les appelle chefs coutumiers, mais moi j'appelle nos rois, ont gardé effectivement ce savoir? Est-ce que ce savoir n'a pas été totalement dilué? Est-ce qu'il existe encore quelque chose que l'on peut restaurer? Je peux vous dire une chose, je peux vous rassurer d'une chose. S'il y a beaucoup d'endroits où la mémoire s'est éteinte, mais je vais vous dire une chose, que dans le Fizi, dans le territoire des Barega et autres, c'est des personnes qui sont restées dans la conservation de la tradition. Quand on voit par exemple les Mwami des Bikungu ou bien d'Assili en train de passer, habillés de leur peau de léopard, et en train de faire le bruit avec le kichaka-chaka sacré et ainsi de suite, tout le village se lève. Les gens, ils savent et même demandent leur bénédiction. Vous voyez à quel niveau? À ce niveau-là, ils sont encore au niveau, si tu veux, pur et primaire de la culture. Pendant qu'ici, on est dans le tertiaire ou on est dans l'amusement. Cheikh Anta Diop nous invite à créer une Afrique qui soit, en fait, ce qu'il appelle les États-Unis d'Afrique. Il veut que l'Afrique, parce que c'est quand même une seule tradition, un seul savoir, une seule terre. Il estime que les Africains devraient, pour devenir forts et faire face à tout ce que le prof de loi a dit tout à l'heure, que la science s'est construite sur un antinégrisme total. Cheikh Anta Diop demande que les Africains se mettent ensemble. Alors avant que nous aborde la question de l'Afrique, nous allons suivre un autre professeur qui a réagi un tout petit peu à cela, un autre savant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Quand on en trouve au moins un, on peut en parler. Alors je voudrais ici qu'on suive le professeur Jean-Chrétien Ekambo qui réagit à cette question de Cheikh Anta Diop par son souvenir. Suivons. Le nom de Cheikh Anta Diop est immense, comme son apport à la science. Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui est né pendant le raffermissement, la consolidation de la colonisation européenne en Afrique. C'est l'un des rares personnages qui puisse mener des études de très haut niveau, à l'étranger bien entendu, en France notamment. Mais Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui nous a laissé un triple héritage. D'abord,
c'est quelqu'un qui a pris l'initiative de sortir des sentiers battus, de réfléchir sur un événement, une réalité, c'est-à-dire la place de la civilisation noire dans le monde et surtout la place de la civilisation noire dans la grande ère culturelle que nous appelons l'Égypte, qui en réalité est celle qui a nourri la Grèce, ensuite Rome, finalement l'Europe occidentale. Cheikh Anta Diop, en deuxième lieu, est immense parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à mener des recherches lui-même, mais qui a voulu que ces recherches puissent profiter à l'intelligence africaine, qui est rentrée chez lui, enseignée chez lui, même si le colonisateur français ne voulait pas qu'il puisse évoluer dans le milieu universitaire, mais le reléguer dans le milieu secondaire, c'est-à-dire le prendre pour un petit enseignant, mais il n'a jamais cherché à se déminer de ses responsabilités. Il a poursuivi et la reconnaissance est venue plus tard. En troisième lieu, Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui a tout fait pour que ses recherches ne soient pas confinées à l'université, que ses recherches et ce qu'il a découvert soient partagés par le public. Bien entendu, il a été aidé en cela par d'autres intellectuels, notamment les responsables de la grande revue Présence africaine, qui ont fait en sorte que la thèse, la première thèse de Cheikh Anta Diop, qui n'avait pas trouvé de répondant, soit publiée. Parce qu'il faut toujours le savoir que Cheikh Anta Diop s'est vu refuser une première défense de la thèse sous le prétexte que cette recherche-là ne pouvait pas obtenir un jury convenable à l'université de la Sorbonne. Mais en réalité, l'on voulait tout simplement l'empêcher de pouvoir accomplir les étapes valables pour devenir docteur à l'université. Aujourd'hui donc, quand nous pensons à Cheikh Anta Diop, nous pensons comme à un monument, aussi bien pour la culture africaine en général que pour la civilisation africaine dans le sens de son ancrage à ce qui s'est répandu comme haute civilisation qui part de la Grèce jusqu'à Rome. Mais en réalité, Cheikh Anta Diop nous dit que le tout est parti de l'Égypte et surtout des hommes noirs. Le rêve n'est bien entendu pas réalisé parce qu'il y a cette idée plutôt politique de Cheikh Anta Diop et d'autres encore après lui. Voilà, vous avez suivi le professeur Jean-Chrétien Cambo, professeur émérite, ancien recteur de l'IFASIC, en tout cas, l'un de nos savants dans le domaine de la communication. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est extrêmement important qu'il ait pu participer à cette émission. Pour nous, c'est un grand honneur. Alors, quelle est l'actualité de son combat, le combat de Cheikh Anta Diop? C'est vrai qu'on va évoquer les souvenirs, mais aujourd'hui, si nous devons, par rapport au paradigme dans lequel nous vivons, par rapport à notre situation dans le pays, ici au Congo, comment une figure comme celle de Cheikh Anta Diop peut servir aujourd'hui d'ancrage à l'effort, à l'édification nationale? Professeur Malou? Oui. Merci beaucoup, Willy. Je voulais partir des petits exemples très simples, comme ça on va remonter un peu. Vous voyez un pays comme la RDC, notre pays, quand il y a des problèmes, tout d'un coup on découvre que celui-ci est Katangé, celui-ci est Kassaye, il est le Balfon, celui-ci est Bakongo. Tout d'un coup il y a une dispersion tribale insupportable. Comme dit Cheikh Anta Diop, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur histoire. C'est l'histoire qui, comme il a dit tout à l'heure, qui met tout le monde autour du feu, qui démontre que vous, tous là, vous avez ce qu'on appelle une communauté d'origine. Aujourd'hui, quand vous disiez Cheikh Anta Diop, c'est ça ce qui est accepté. Les nègres ici que nous sommes, les gens comme nous sommes ici, qui sont venus dans ce qu'on appelle l'Afrique continentale après avoir fui l'Égypte. L'Égypte est restée puissante jusqu'au premier siècle, jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais à partir du 6e siècle, l'Égypte est dominée par les hommes de la mer, et puis par les Grecs, et puis par les Romains. Et puis au 1er siècle avant Jésus-Christ, tous les nègres qui habitaient l'Égypte fuient.
ils disent qu'ils ne peuvent pas supporter une telle domination. C'est ainsi qu'apparaissent, les nègres que nous sommes ici, apparaissent au 1er siècle avant Jésus-Christ et ils vont irradier ce qu'on appelle l'Afrique continentale. Ils vont venir dans l'Afrique continentale pour faire ce qu'on appelle les grands empires, les empires continentaux. Et puis, ces empires seront détruits par la traite négrière qui a duré du 14e au 18e siècle, et puis suivi de la colonisation qui part du 18e, du 19e jusqu'à ces jours. Alors, Cheikh Anta Diop dit ceci. Il dit la seule chose pour laquelle il a travaillé, pour laquelle il a pris toutes les contributions de la physique, de la chimie, c'est de restituer la conscience historique à l'Africain. Nous au Congo, nous à Kinshasa ici, quand nous commençons à nous parler comme des ennemis, vous les Katangais, c'est parce que nous n'avons pas une grande conscience historique. C'est parce que ne maîtrisant pas notre histoire, nous ne savons pas que nous avons tous une origine commune, une communauté d'origine. Et c'est cette communauté d'origine qui, quand elle est bien appréciée, bien connue par nos enfants, par nous-mêmes, donne ce qu'on appelle un peuple. C'est-à-dire, un peuple, ça signifie quoi? C'est un peuple, ce sont des gens qui ont les sentiments, en étant ensemble, qu'ils ont un même père et une même mère, qu'ils sont responsables les uns des autres. Et quand le peuple a un tel sentiment, il n'y a pas de voleur. Vous savez, quand on vous donne, on vous dit, voilà, vous allez gérer la banque centrale. Si vous avez le sentiment que les Congolais ici sont vos frères et sœurs, et vous avez la même communauté d'origine, vous ne savez même pas voler. Vous dites, mais vous vous sentez responsable des uns et des autres. Si ce pays ici, comme disait Tshisekedi Etienne, qui est Moui Bieleki, c'est parce que les Congolais, justement, n'ont pas le sentiment d'appartenir à une communauté d'origine. Pour la simple raison que, et ce n'est pas de leur faute, c'est notre enseignement qui est un enseignement minable. Dans notre enseignement, l'histoire n'est pas valorisée. Un enfant qui étudie au Congo, à l'école primaire jusqu'à l'université, n'aura passé que 0,5% du temps à étudier l'histoire. Donc c'est la méconnaissance de l'histoire qui nous fait défaut. Donc c'est Cheikh Anta Diop qui a dit qu'il a consacré 40 ans de sa vie pour nous restituer l'histoire, pour nous restaurer notre histoire. Donc restituer la conscience historique. Merci. Qui est la colonne vertébrale de toute vie humaine. Si aujourd'hui au Congo ici, nous mettons les intellectuels pour dire voilà, je suis surpris moi-même ici quand je regarde mes petits-enfants qui étudient au moins en bas et mes propres enfants qui étudient au moins en bas, ils les ramènent des cahiers en 4e primaire, on dit, en 5e on leur dit non, nos parents, vos ancêtres n'avaient que des cases, ils n'ont pas inventé un langage. Je dis mais nous sommes où? Les premières langues humaines de l'homme connues mondialement, ce sont des hiéroglyphes égyptiens qui ont été inventés par nous ici. Les Égyptiens qui ont créé, qui ont construit des pyramides. On ne peut pas continuer à enseigner aux enfants des choses coloniales. Ça, c'est ce qu'on est possible de l'appeler la colonisation. Mais votre impuissance, comme vous êtes tous les enseignants quand même. Oui. Vous n'avez jamais fait ce combat-là pour qu'on puisse enseigner la vérité? Ce combat-là, vous savez, chez nous ici, quand vous voulez toucher au programme scolaire, c'est les ministres qui convoquent. Mais nous, les professeurs, en tant que professeurs d'université, nous avons les grandes latitudes. Comme quand j'enseigne la presse écrite, je dis aux enfants, mais faites-moi un reportage sur le discours de Lumumba de 1960. Quand Lumumba fait son discours, qu'est-ce qui se passe? Et les enfants lisent ces discours et ils s'en rappellent. Donc, mais il faut que le programme soit tracé, comme on a fait au Sénégal. Il faut que les curricula soient étudiés, qu'on sache comment réintroduire l'histoire dans notre pays. Nous avons dans notre pays un problème. Aujourd'hui ici, si les gens ne connaissent pas bien le Congo, c'est parce que nous ne connaissons même pas la géographie. Même les minéraux ici. Regardez qu'est-ce qu'on donne à la géographie dans notre pays. On donne aux enfants des cours de la géographie américaine, des États-Unis, non. Donc tout ça, c'est quoi? C'est pour ça que Cheikh Anta Diop dit, la conscience que vous voyez là, on l'éduque. On l'a créée, elle n'est pas donnée. Elle est construite. Et pour la construire, elle est dépendante de notre niveau de conscience, de notre niveau de l'histoire. Comment est-ce que nous allons introduire l'histoire, la géographie, la faune, tout ce qui est... Parce qu'on ne peut pas... Il faut vous dire, oh, on n'aime pas le Congo. Oui, mais est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Combien de temps nos enfants passent pour étudier la faune, la géographie de notre pays, qui est superbe. Donc, tout merci, ça... merci, prof. Merci. Professeur,
nous allons renchérir sur la même question. Quels sont les moyens que Cheikh Anta Diop met à notre disposition pour la restauration de la conscience historique? Le premier moyen, c'est cet esprit de remise en question de lieux communs. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que on parle parfois avec des cartes, donc et les autres, les phénoménologues et autres, la remise en question. Nous devons remettre en question la science occidentale. J'insiste là-dessus. C'est bien de parler de la gratuité de l'enseignement, mais de quel enseignement? L'école, c'est bien, c'est quelle école? Et Cheikh Anta Diop nous a dit, l'école des bâtisseurs de civilisation, de jeunes qui vont le dépasser et qui doivent le dépasser parce qu'en le dépassant, ils seront à même de construire ou de reconstruire une grande, donc, non, mettre en évidence ce que moi j'appelle la suprématie noire. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre sans idéal. Nous ne pouvons pas vivre sans ambition. Nous voulons que les Noirs deviennent l'homme le plus puissant qu'il était et le plus puissant du monde. Nous voulons dépasser les Européens, nous voulons dépasser les Chinois, les Indiens. C'est ça, personnellement, ce que je donne à la jeunesse, y aller. Et nous avons la chance. Vous savez, avant que le président de la République, donc Tshisekedi Tshilombo, ne prenne son pouvoir, il venait à peine de le prendre. Mais avant de le prendre, il était en Égypte. Et puis quand il a pris le pouvoir, il était en Égypte. Il s'est fait photographier devant les Sphinx. Donc quand vous parlez, comme nous parlons ici, nous parlons de l'Égypte antique, nous avons un président qui comprend ce que ça signifie. Il a vu sa petitesse, nous disons, Fatou Benton, il est costaud, mais devant les Sphinx, il était petit. Cette expérience, il ne l'a pas oubliée. Donc, il a vu lui-même la grandeur de l'Afrique. Il a vu lui-même que nous sommes petits par rapport à ce que nos ancêtres avaient déjà réalisé. Donc, il y a d'abord cette révolution scientifique, il faudrait aussi une révolution culturelle, et il faut donner l'importance aux langues, Cheikh Anta Diop l'a dit. Donc, parce que la langue, c'est comme on l'appelle, c'est les black box de notre histoire. Tout ce que nous avons vécu, que ce soit positif ou négatif, tout ce que nous avons inventé, la langue a enregistré tout cela. C'est pour cela, c'est un crime politique que d'échanger les langues congolaises, les langues africaines, contre les langues européennes. Parce que ça, c'est l'imbécilisation. Effectivement, Cheikh Anta Diop avait attiré notre attention là-dessus. Il y a aussi notre dimension. C'est la dimension donc de la spiritualité. L'Afrique doit renaître spirituellement parce que le mot même Dieu que nous parlons là, tout ça pour le comprendre, il faut revenir au texte de l'Égypte pharaonique. Ça, c'est aussi le travail pour revenir à la question que vous aviez posée. Est-ce que vous aviez fait des progrès? Oui, on a fait des progrès. Nous sommes aujourd'hui très loin sur le plan illustré, sur le plan linguistique, sur le plan aussi de la philosophie. Donc, montrer
nous sommes capables aujourd'hui de faire un département des philosophies pharaoniques égyptiennes ou africaines, pas seulement pharaoniques, mais en me limitant à la vallée du Nil, donc de faire un département de philosophie de la vallée du Nil qui forme des docteurs. Ils n'ont pas besoin de recourir aux soi-disant philosophes occidentaux. Donc on peut prendre sur le plan de l'architecture, vous voyez vous-même, ça serait mieux que nous puissions peut-être, à côté de nos palais du peuple ou palais de la nation, que nous puissions aussi construire des pyramides. Les Américains le font, ils mettent les pyramides en verre un peu partout dans leur ville. Nous ne les avons pas. Nous devons présentifier ou illustrer cette Égypte ou ces Chikam-là, ou ces Boukam antiques, le montrer à nos enfants à l'entrée de leurs écoles pour qu'ils passent par là. Quel serait voilà. le sens, vous allez continuer, le sens de la construction des pyramides aujourd'hui? Ça pourrait avoir quel sens? Oui, ça pourrait nous montrer, non, ça va illustrer que nous ne sommes pas ces barbares, ces primitifs que l'Europe voulait présenter et que c'est faux, et que c'est nous qui sommes à la base de ces beaux bâtiments qu'on admire. Ces beaux bâtiments s'inspirent de l'Égypte antique, ont copié et sont en train de copier l'Égypte pharaonique. C'est très important, et si même on pouvait y ajouter des images, des femmes habillées de façon extraordinaire, comme si elles étaient de Hollywood. Quand on voit ça, donc il y a 3, 4, 5 000 ans, nos arrière-grand-mères et grands-pères étaient habillés comme on s'habille aujourd'hui chez Hollywood. Et puis l'Europe voulait nous montrer que non, les gens ne marchaient que nus et des choses pareilles. Non, ça ne va pas. Et ça serait vraiment une façon de réveiller les Africains, donc illustrer ou contribuer à la renaissance de l'Afrique. Chose que vous faites. Je vous en prie. En fait, je voulais dire que quand je suis allé visiter les petits villages où on a enterré Keitou, où on a enterré chez Anta Diop, Abdou Diouf a fait construire une pyramide. Il est entré dans une pyramide. Parce que la pyramide, pour nous, représente quoi? Elle représente l'ensemble de toutes les sciences. Pour construire une pyramide, il faut avoir des connaissances en physique, des connaissances en chimie, parce qu'il faut l'entremêlement de blocs qui pèsent des tonnes, sans ciment. Comment est-ce qu'on a superposé ça? Il faut des connaissances en biologie, en chimie. Donc c'est tout ça aussi ce que ça représente. Et je crois que nos enfants, en voyant des pyramides comme ça, on enlève la tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. On dit, vos ancêtres n'ont construit que des cases. C'est faux tout ça. Ce n'est pas possible. Des cases, nous avons construit des cases parce que quand la colonisation est venue, quand la traite négrière est venue, on a soufflé notre âme, ce qu'on appelle souffler notre âme. On a soufflé toute la créativité africaine, on a soufflé toute la personnalité africaine, et les gens sont restés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a été pendant 6 siècles? 6 siècles. Alors, ça vous inspire quoi, cette construction des pyramides? Vous faites déjà des grands drapeaux pour attirer l'attention de notre peuple. Peut-être que demain, vous allez être celui qui va mettre en place. Donc, vous voyez que déjà, avant que le prof ne puisse en parler, ça a toujours été le socle de ma démarche. Je vous en parce prie. qu'au fait, parce que l'aspect de mettre sur pied quelque chose d'immense, ça suscite une réflexion, une remise en question. Et ça suscite le débat. Et c'est dans le débat que l'on dit souvent que c'est en jonction des idées que jaillit la lumière. Vous voyez? Alors quand vous voyez telle chose, tel monument, ça pousse à ce que les enfants puissent commencer à poser des questions, parce que l'intelligence est précédée par la curiosité. Il faut être curieux pour savoir. Si tu n'es pas curieux, tu ne sauras pas.
Donc ça, c'est juste une activation. Il faudra des pyramides. Donc, c'est-à-dire des éléments au-delà des pyramides, parce qu'il faudrait aussi. On a tellement. Bien sûr, on a plein de. On va pas crier que non, c'est l'occultisme. Non, mais non, l'occultisme, c'est le fait de ne pas nous en parler. C'est ça qui est l'occultisme. Vous voyez, c'est occulté, ça. Maintenant, le fait de le révéler, ce n'est plus de l'occultisme. Ça devient de la révélation. Ça devient de l'affirmation, même pas une révélation, de l'affirmation, parce que ça va susciter le débat pour dire pourquoi, et puis on donne tous les éléments. J'ai envie de dire une chose, c'est que tout à l'heure, c'est que vous voyez, au bout de chaque réflexion sincère, au bout de chaque réflexion, c'est l'une des choses qui m'a aujourd'hui, qui m'a ramené à la Renaissance. Si j'étais né, j'ai eu plusieurs étapes de naissance, autant physique en tant que l'enfant de mes parents, autant que celui qui commence à comprendre les choses, et puis celui qui rentre dans l'église chrétienne, et celui qui commence à réfléchir, et finalement se rendre compte que ses aïeux avaient plus de valeur que ce qu'on m'a appris des autres, qui était pour moi un référent de vie. Vous voyez, je dis, au bout de chaque réflexion sincère, toute personne qui se mettra à réfléchir, dans qu'importe soit le domaine, il va retourner en Afrique. Toute réflexion vous ramène en Afrique. Dans le domaine des sciences, dans le domaine de la société, dans le domaine des arts, dans le domaine de la religion, tout te ramène en Afrique. Et par rapport à cela, il est important aujourd'hui, tout à l'heure vous étiez en train de parler par rapport à l'éducation. Au fait, vous avez une chose, les anciens et les nouveaux, la différence qu'il y a entre les personnes comme les Lumumba et les autres d'antan, ou encore les Kimbangu, ou bien tous les compagnons qui ont bouleversé les choses, les Kimpavita et compagnie, parce qu'ils avaient quelque chose que nous on n'a pas, c'est le courage. Aujourd'hui on a beaucoup de savoir, mais on n'est pas audacieux. Tout le monde est professeur tout le monde est ceci, savant mais personne n'ose parce qu'il a tellement peur pour sa vie. Mais vous savez ce qu'on oublie, c'est que la notion de la mort, tout à l'heure le prof parlait de la notion de la théologie par rapport à Dieu. La notion de la mort dans notre théologie africaine, elle n'est pas fatale comme celle qui est au niveau de chez les Occidentaux. Parce que là-bas, chez eux, quand on meurt, on est parti. Mais chez nous, quand on meurt, on part et on revient. Donc ça veut dire que ceux-là, ils avaient la connaissance culturelle qui faisait qu'ils savent que même si on tue mon corps, je reviendrai d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas la même peur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été engraissé par les hamburgers, par les Mercedes, par les Rolex et compagnie, par les belles voitures. On pense que, voilà, je vais rater ça pour rien que pour ça. Vous voyez? Et les anciens, ils avaient l'audace. Ils avaient le courage. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être j'ai une petite bouille d'enfants, de jeunes, et je ne veux pas dire que je suis plus intelligent que tout le monde. Mais une chose aujourd'hui, je peux essayer de me prévaloir de cela, c'est que moi j'ai l'audace. On voit comment vous allez passer des nuits entières. Par rapport à cela, c'est que quand tu prends conscience de qui tu es, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Parce qu'au fait, c'est qu'un lion n'a pas peur de pouvoir prouver qu'il est lion quand il est à côté des moutons. Parce qu'au fait, tous ceux qui sont dans l'ombre de l'ignorance, ce sont des moutons. Mais celui qui a la clarté de la lumière est un lion. Quand il sait qu'il est un lion, il n'a pas peur de pouvoir transcender une ferme de chèvres, de cabris, de moutons ou autant d'autres. Et je voudrais, permettez-moi d'échoir sur quelque chose d'important. C'est que tout à l'heure, nous avons parlé encore toujours parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. Vous voyez? C'est par rapport à l'élément qu'est-ce qui peut être déclencheur pour que les choses changent. J'ai envie de dire une chose, que nous ne pourrons pas changer tant que nous allons continuer à réfléchir en français pour trouver les solutions congolaises. Parce que le français, c'est une langue empruntée qui nous détache de notre socle, de notre socle, j'ai envie de dire, d'événements ou du socle de nos mots pour expliquer. Avec des mots empruntés, nos mots c'est compliqué. Parce que vous verrez, il y a plein de mots qui ne veulent rien dire en français, mais c'est-à-dire, et ces mots-là ne vous repoussent qu'à s'inédier. C'est comme un mot que je déteste royalement, c'est le mot potentiel. On est potentiellement riche. En fait, potentiel, c'est quelque chose qui vous remet à demain, à de l'inertie, n'est-ce pas? Mais par contre, le même mot en lingala veut dire makoki. Makoki, c'est comme tu sais que tu as $1000 dans la poche. Okomi nandako, omoni mwasi na yo akwe yaza maladie. Est-ce que tu vas philosopher pour l'amener à l'hôpital? Ozana makoki na poche. Mais si tu dis que j'ai potentiellement de l'argent, tu vas commencer à réfléchir comment je vais le rendre dynamique.
Donc vous voyez que Merci. c'est par là que les choses vont commencer à se faire. Les linguistes vous a très bien compris. Merci. Non, mais c'est important que je sorte cette rage, parce que nous sommes en train de faire du surplace depuis 60, et par des génies qui sont des professeurs en, excusez-moi, des fois j'ai envie de dire, c'est pas des intellectuels, ce sont des intellectueurs. Parce que vous osez pas, en fait vous avez peur que vous allez avoir le saucisson en moins. Écoutez les amis, mangeons du kwanga, mangeons du manioc, ça te garde en santé par rapport au sel qui est dans les jambons. Vous voyez, la France, Merci. non, je termine là, permettez-moi, je termine là. L'éducation chez nous, nous l'avons confiée à l'UNESCO. Ça veut dire que même tout à l'heure, quand le prof dit que quand vous essayez d'apporter un genre de réforme, vous êtes attaqué directement par le ministre. Parce que simplement, votre éducation est à l'UNESCO. Mais les Français qui vous obligent à parler leur langue, leur éducation appartient à l'éducation nationale. Ça veut dire qu'ils vous parlent des personnalités qui n'ont jamais existé, qui deviennent des modèles d'action, mais pendant que nous, on nous parle des personnes mythologiques qui sont des modèles pour nous d'inaction. Merci, merci beaucoup, je vous en prie. Oui, je voulais seulement ajouter quelque chose. Voilà. Il vient de mettre en évidence un aspect, parce que nous, on commente les textes. Mais ce que j'ai découvert et qu'il venait d'exprimer, l'apport de Cheikh Anta Diop, c'est le courage. Je dis que toute la science occidentale est anti-nègre et contre les Noirs. Ils ont élaboré des pseudo-théories et à cette époque-là, remettre un docteur en question, remettre un professeur en question, ça n'existait pas. C'était avant 68. Le courage là de critiquer le professeur, c'est venu après 68. Oui, l'audace. C'est ainsi qu'il Oui. faut ajouter à ce que tu as dit là. Quand tu parles de l'audace, en fait, les centenaires qui se déroulent à Dakar est placé sous le signe de produire une pensée audacieuse africaine. Vous voyez? à Voilà. partir de Cheikh Anta L'esprit Diop. n'a pas de visa, n'a pas Je besoin de voudrais ajouter visa. aussi un petit rien. Mais Oui. il était Vous savez, courageux Bien distanciellement. Il Vous a savez sacrifié que Cheikh sa Anta vie. Diop a dit que si l'Occident va vite, c'est parce que l'Occident s'appuie sur des peuples qui ont un niveau de vie élevé et des peuples qui accèdent à des ressources. Et il dit, si vous devez faire ça chez vous, construisez des bonnes écoles pour les enfants. Que les enfants n'étudient pas au sol. Quand les enfants étudient depuis fesses au sol, hein, ces ambitions sont comme celles d'un serpent. Ils tournent comme ça. Et c'est ainsi que je voulais ici apprécier le plan de Félix Tshisekedi, le PDL 45. 145. 145. C'est-à-dire construire dans nos territoires les plus éloignés de Kinshasa des écoles avec des bancs, y mettre de l'électricité. Parce qu'aucun enfant ne pourra produire une industrie s'il n'a pas appris à connaître l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, s'il n'a pas vu de moulins tourner dans son village. C'est quand on le dit textuellement. Donc je crois que c'est une Je appréciation. voudrais vous remercier. Nous sommes arrivés vraiment Non, seulement à la maintenant. fin. Nous sommes, Déjà. hélas, à la fin de cette émission. Le temps nous impart. D'ailleurs, il y a même des images que je ne veux pas vous présenter. Mais il était question que nous puissions évoquer, et le mot vous l'avez trouvé, nous devons avoir une pensée audacieuse pour mériter du sacrifice d'un homme comme Cheikh Anta Diop. Il faudrait donc dans nos écoles, dans nos industries, dans nos maisons, que nous puissions évoquer cette mémoire. Ce n'est qu'une célébration qui a commencé. Je crois que avant la fin de la célébration, donc avant la fin du mois de janvier, nous reviendrons sur ce plateau pour pouvoir évoquer les bilans de tout cela. Mais je voudrais vous donner à chacun de vous une petite minute pour conclure. Je vous en prie. Je voudrais par rapport à la... Une minute, c'est vrai. Je vais faire un effort. Juste, non, juste Vous une savez, minute, non. Juste une minute, vous vraiment. nous avez provoqué parce que le sujet est Non, tellement non. puissant hein, que c'est difficile d'être superficiel. Oui. Vous savez, il est important de comprendre certains éléments que nos oppresseurs, les peuples de la mer qui sont nos bourreaux jusqu'aujourd'hui, ont utilisés pour nous rendre inertes. Vous savez, nous avons dans notre code génétique ce qu'on appelle l'ADN, qui est, on appelle ça, c'est irréversible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que toutes les données sont à l'intérieur. C'est là qu'on peut savoir, ça c'est du Kalenga, ça c'est de ceci, ça de cela. Mais par contre aussi, dans l'ADN, il est constitué d'un élément qu'on appelle la cytosine.
la cytosine est un élément qui, comme est une mémoire photographique des données. Ça veut dire que vous verrez par exemple les Haïtiens ou les gens qui ont peur des chiens. Ils ne savent pas pourquoi ils ont peur des chiens. Ils ont un complexe du blanc. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont... Parce que simplement, en fait, c'est qu'il y a des données qui sont restées informatisées dans la cytosine, où il y a eu des aïeux qui ont été bouffés par des chiens, d'autres personnes l'ont vu, et ça a installé la peur. Quand on a déstabilisé nos royaumes, on prenait des rois, des chefs, moi je ne veux pas appeler des chefs coutumiers, des rois qu'on décapitait, qu'on viscérait, c'est-à-dire on mettait leur crâne sur un pieu pour montrer que si vous n'obéissez pas, on fera ceci. Du coup, c'est là que vous voyez pourquoi est-ce que les gens ont ce complexe du blanc, parce que ça vient de cette violence-là. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Au niveau de la cytosine, autant que l'ADN n'est pas, est irréversible, mais par contre, les données qui sont dans la cytosine sont réversibles, qu'il faudrait déméthyler. Ça veut dire que dès que l'on prend conscience que mon mot vient de telle information qui aujourd'hui n'a plus raison d'être, déjà par ce genre de débat, vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir ce genre de monument? Parce que c'est capable de pouvoir travailler sur la cytosine. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose de grandiose, toi qui étais formaté pour être petit, tu vois un drapeau géant. Du coup, au fait, c'est que moi, il y a des gens qui me posent la question, qui me disent, pourquoi est-ce que tu as donné le slogan fournisseur de fierté comme étant le slogan de votre entreprise? Moi, j'ai dit aux gens, quel est le premier sentiment que tu as eu le jour où tu as vu le drapeau géant? La plupart des personnes m'ont dit, le premier jour où j'ai vu ce drapeau, ça m'a fait la chair de poule. J'ai dit, voilà, ce sont les choses que moi, j'étais fourni. Je me suis senti fier, j'ai comme eu une bouffée de... Voilà, tu vois, ça, tu ne peux pas acheter dans un magasin. C'est ce que j'ai fourni. Donc, ça veut dire que toute information violente, grandiose, qui remet en question de manière visuelle, a de l'impact sur la remise en question d'une programmation à mort qui était installée dans la cytosine pour que l'on fasse de toi ce qu'on appelle l'Éternel est mon berger, le mouton qui va être conduit. Vous savez, le mouton du berger de Psaume 23, vous savez sa vie termine où? Parce qu'on le protège, n'est-ce pas? Vous savez qui le bouffe à la fin? C'est le même berger et ses copains. Ce n'est pas le loup. Merci beaucoup. Professeur Malou, rapidement. Il faut dire que toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop peut être traversée par un projet politique. Celui de la géopolitique de la puissance africaine. Cheikh Anta Diop a dit aux Africains, il dit, vous pouvez vous libérer de l'indépendance, mais si vous n'arrivez pas à vous sécuriser, à vous mettre en sécurité, à sécuriser vos richesses minières, à sécuriser vos peuples, vous ne serez jamais des gens valables. C'est pour cela qu'il a dit il faut construire les États-Unis d'Afrique noire. Pourquoi? Parce que la sécurité africaine est dépendante de la fédéralisation continentale. C'est-à-dire qu'aucun pays africain de lui-même, que ce soit la puissante Afrique du Sud, même le puissant Nigeria, ne peut pas se sécuriser face aux monstres froids que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique et tout ça. Et pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire cette fédéralisation? Les gens croient qu'on ne fait pas ça parce que les pays vont tomber. Non, c'est faux. La fédéralisation ici est conçue comme une supranationalité. C'est-à-dire, il y a des institutions supranationales qui sont là, comme par exemple l'Union africaine, qui s'occupent de prérogatives communautaires. Par exemple, la défense. Au lieu d'avoir une défense congolaise, il y a une défense communautaire. Parce qu'avec beaucoup de moyens, nous pouvons nous payer des avions, nous pouvons sécuriser notre sol, notre sous-sol et même notre espace stratosphérique. Pour ça, Cheikh Anta Diop dit il faut continuer à construire ce qu'on appelle la conscience africaine, jusqu'à ce que les Africains se réveillent le matin, se rendent compte que nous avons tous un papa, une mère commune, que nous sommes tous venus d'Égypte ancienne, que nous sommes tous apparus ici au 1er siècle après Jésus-Christ, et que c'est ça ce qu'on appelle notre source vitale. À partir de là, tout peut aller. Professeur, pour terminer. Oui, d'abord, merci beaucoup pour ces échanges à l'occasion donc du 100e anniversaire de Cheikh Anta Diop. Le Congo a une grande responsabilité. Vous savez que c'est le Congo qui a en fait rendu aussi Cheikh Anta Diop grand. Le président Mobutu l'a élevé. Monseigneur Chibangu Chichiku
bien sûr, avec l'appui donc de la présidence, l'avait invité pour donner des conférences. Et sa dernière visite, c'était en avril 1985. Comme vous voyez, l'Afrique et son avenir. Et Cheikh Anta Diop a joué un très grand rôle ici. Il a proposé 2 éléments. Le thème qu'on parle ici. Le Congo a le devoir d'unir l'Afrique autour du grand Yinga. Les gens oublient que le grand Yinga, c'est les projets, c'était les rêves de Cheikh Anta Diop. Bien sûr que quelqu'un qui voyait aussi grand comme Mobutu Sese Seko avait pris et s'était mis donc à l'œuvre. Le deuxième devoir que Cheikh Anta Diop avait demandé, d'abord au président de la République, et bien sûr à l'élite scientifique africaine, c'était donc la construction d'un centre d'égyptologie qui devrait et qui doit fonctionner à partir de Kinshasa. Je suis un héritier de ces centres-là, donc le centre d'égyptologie. Et dans ces colloques, où les Kambaya Bouacha, les Ndaïwel étaient des rapporteurs et autres, donc les Alim Diop, non, la Société africaine de culture et tout le monde était ici à Kinshasa. Il a été aussi décidé la création donc de l'Institut africain d'études prospectives qui devrait approfondir effectivement les thèmes des États-Unis d'Afrique, donc de l'intégration de l'Afrique, un projet Yinga, ainsi de suite. C'est pour cela que je profite et je lance l'appel au président sortant, qui est également président réélu, donc là-dessus il n'y a pas de doute, qu'il prenne ce projet, ça c'était le testament. Nous faisons notre devoir, mais que l'État congolais, que le ministère de la recherche scientifique, que le ministère de l'enseignement et les gouvernements, le Premier ministre et surtout le président, parce qu'il s'agit d'une mission que c'est vraiment un testament qui lui est donné. Donc, qu'il puisse prendre ça et fasse de ce Congo une grande nation, un grand centre de recherche égyptologique. C'est au Congo que nous allons montrer réellement ce que Cheikh Anta Diop voulait. Et merci vraiment, merci beaucoup, professeur Biloloa Kaluka. Merci vraiment. Je crois que cette émission n'est pas terminée, même si sur le plan de sa production, elle est achevée. Nous avons dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je voudrais rapidement, alors dans 3 secondes, vous dire que j'ai retenu qu'il nous faut la fédéralisation de la sécurisation parce que l'Afrique ne peut aller de l'avant que si elle restaure sa conscience historique. Et l'image est très belle. Nous sommes tous les enfants d'un même père et d'une même mère. Face aux traumatismes qui nous ont complexés toute la vie, aujourd'hui on nous a appris que vous pouvez vous exposer au bien et au mieux pour libérer la cytocine, hein, et que vous pouvez vous déprogrammer pour le bien. Donc, déméthyler voilà. Alors, on nous dit effectivement, et c'est cela qui est la conclusion. Je crois que la fois passée, nous l'avions dit, mais vous êtes adressé directement au chef de l'État. Le temps est venu pour le Congo de jouer son rôle en tant que cadre fédérateur de cette Afrique, en faisant animer un centre d'égyptologie parce qu'il faut restaurer la connaissance. Oui, la gratuité, oui, mais pour quel enseignement? Oui, il faudrait donc que cet enseignement soit celui qui restaure cette conscience africaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je voudrais vraiment rendre un hommage à Cheikh Anta Diop. Moi, j'étais très jeune, évidemment. J'étais là en 86, quand il était arrivé ici, mais je venais à peine de commencer l'université et je pensais que Cheikh Anta Diop, nous l'avons vu de loin, mais aujourd'hui de près avec les livres historiques que le prof Malou a parlé de là, mais aussi sa thèse de doctorat qu'il faudra lire. Merci beaucoup et à la prochaine.